Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un débat qui a eu lieu au sein de la chaîne de télévision LCP. Débat très instructif sur la question de l'intelligence artificielle, notamment sur cette précision. Est-ce que l'IA est-elle plus forte que l'humain? Donc, nous allons voir ce débat ensemble. Je vais pouvoir donner mon avis et vous donner mes quelques réserves concernant cette question. Ce qui est beaucoup plus intéressant ici pour moi, c'est de constater qu'on a invité sur le plateau deux personnalités apparemment très connues dans le milieu, le docteur Laurent Alexandre et le philosophe Raphaël Antoven. Dans tous les cas, j'ai trouvé cela instructif du fait qu'aussi également certains étudiants ont été invités pour pouvoir donner leur avis. Avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo si cela vous intéresse, ce genre de sujet bien évidemment. Et on va commencer donc le sujet de la vidéo. La nouvelle émission de LCP en partenariat avec Le Figaro et Opinion Square, une joute oratoire entre deux personnalités qui ont chacune 7 minutes pour défendre leurs convictions. En face d'eux, un public en plateau, mais aussi des étudiants en duplex depuis l'INSEC MSC. Ils écouteront, poseront des questions et surtout voteront au début et à la fin de l'émission. Lequel de nos deux invités sera le plus convaincant? Sauront-ils faire évoluer le point de vue du public? Pour le savoir, restez avec nous sur Controverse. Alors déjà, avant de continuer, ce qui est quand même marrant et frappant en France, c'est ce que je dénonce parfois. Vous voyez que, alors le débat, bien sûr, la question est très pertinente, bien évidemment. Mais quand vous regardez les personnalités qui ont été invitées, pour moi, donc le docteur Laurent Alexandre et le philosophe Raphaël Antoven, sur cette question-là, je trouve quand même que alors, ce sont des personnalités qui sont le plus souvent invitées quand il s'agit de parler de LinkedIn, mais on ne met jamais en avant les véritables personnes qui travaillent, qui font de l'IA. Donc, les personnes, par exemple, au sein de Mistral, tout comme aux États-Unis, par exemple, ce genre de questions. Je voudrais également avoir sur le plateau quelqu'un, un ingénieur, qui crée véritablement ces systèmes dits intelligents. Donc, ici, on va se limiter uniquement à une forme de conformisme, d'entrisme en fait au sein du milieu médiatique et parfois, vous voyez bien que c'est ce qui se répète souvent dans tout le niveau politico-médiatique. Bon, vous voyez que les véritables personnes qui travaillent donc dans l'IA, qui sont capables d'expliquer comment un grand modèle de langage fonctionne, vous n'aurez pas ces personnages sur le plateau pour donner également leur avis. Donc, on est quand même limité à ce niveau-là. C'est pas grave, mais continuons. Commençons plutôt cette fois-ci le début de la vidéo. Et si Terminator et 2001, l'Odyssée de l'espace, n'étaient plus tout à fait de la science-fiction? Et si demain, les machines prenaient le contrôle de nos vies, l'intelligence artificielle sera-t-elle plus forte que l'être humain? C'est la question que nous poserons à nos invités et au public. Les chiffres autour de l'intelligence artificielle donnent le vertige. Un Français sur deux se sert déjà de l'IA pour effectuer des recherches. 35% constatent l'impact de l'intelligence artificielle dans leur vie quotidienne. Sur le plan économique et social, on peut parler d'un véritable tsunami, au point que beaucoup redoutent la disparition de millions d'emplois. C'est également une menace pour la démocratie. C'est un fait. L'intelligence artificielle peut surpasser les limites de l'intelligence humaine, au moins du strict point de vue du calcul. Mais l'intelligence humaine se résume-t-elle à l'intelligence mathématique? L'IA pourra-t-elle vraiment surpasser l'homme en matière de créativité? Une intelligence artificielle pourra-t-elle un jour égaler nos plus grands peintres, nos plus grands écrivains, nos plus grands philosophes? On en débat tout de suite avec nos invités, Raphaël Antoven et Laurent Alexandre. Alors, et donc ici, la question, elle est très bien posée. Et les sujets, évidemment, au sein de cette question sont assez précis. Vous voyez bien qu'on veut débattre sur la question de savoir est-ce que l'IA est-elle plus forte que l'humain? D'autres points sont bien agencés pour pouvoir mieux lancer le débat, à savoir est-ce qu'on va se placer sur le plan calculatoire, combinatoire, mathématique? Est-ce que l'on va se placer sur le plan créativité? Est-ce que on va considérer qu'à un moment donné, l'IA va-t-elle surpasser l'humain dans tous les usages de la vie? Et je trouve quand même que
Vous voyez, avec ce genre de débat, bien sûr, c'est quand même aussi fait exprès. Le but, c'est de pouvoir créer l'audimat et donc de pouvoir, on va dire, encenser le public, parce que c'est aussi le fait que dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive sur le marché, souvenez-vous déjà avec la blockchain, avec même Internet, il y a toujours eu chez l'humain cette crainte, cette peur concernant un nouveau sujet qui arrive sur le marché parce que l'on ne maîtrise pas encore les enjeux de cette technologie. Et comme on ne maîtrise pas encore les enjeux de cette technologie, donc forcément on pose ce genre de questions qui est inhérente forcément au débat. Continuons le sujet. Donc vous voyez, on a ici nos deux Mac. Je trouve quand même que c'est assez limité, comme je vous disais précédemment, le fait de ne pas inviter des experts véritablement qui font de l'IA, parce que ces deux personnes-là, je suis désolé, elles ne sont là que par leur notoriété. C'est ce qui me tue parfois en France, c'est que ce sont ces fameux experts des plateaux qu'on invite de manière récurrente, mais à côté de cela, vous n'avez pas véritablement les personnes légitimes qui auraient dû être là, parce que manque de relations, manque de relations très fortes avec un certain secteur ou société politico-médiatique, et forcément pour le public, pour celles et ceux qui voudraient avancer dans ce genre de débat, vous n'aurez pas des informations plus poussées. Vous aurez des généralités là, avec Raphaël Enthoven en tant que philosophe, parce que en France, bien évidemment, qu'on va considérer que le philosophe, forcément, c'est quelqu'un qui sait tout. Sauf que là, j'aimerais aussi quand même avoir un avis d'un ingénieur comme moi, quelqu'un qui travaille véritablement et qui déploie des systèmes, des architectures intelligentes pour adresser un certain nombre de faits pratiques sur le terrain qui se développent, et ne pas simplement rester dans l'idée de tout temps. Il y a toujours eu ce débat, cette relation, cette dichotomie entre l'humain, l'homme et la machine, le créateur et la créature. Et après, de l'autre côté, le docteur Laurent Alexandre, quelqu'un que l'on connaît déjà très bien assis dans ce milieu aussi, mais qui a un point de vue très, très pessimiste, comme il l'a déjà dit. Mais sauf que son pessimisme en soi n'est pas porteur de solution. C'est un catastrophisme, en fait, paralysant. Vous avez un avis très négatif, mais derrière, sans pour autant proposer de solution, peut-être parce qu'il n'en a pas. Mais bon, allons-y et continuons le débat. Raphaël Enthoven, vous êtes philosophe, auteur de L'Esprit artificiel, une machine ne sera jamais philosophe aux éditions de l'Observatoire, livre dans lequel vous expliquez que la philosophie est inaccessible à l'intelligence artificielle et pourquoi l'humanité demeure un casse-tête pour la machine. Vous pensez donc que l'intelligence artificielle ne sera jamais plus forte que l'homme, c'est le point de vue que vous défendrez durant votre grand oral. Laurent Alexandre, bonjour. Vous êtes médecin, entrepreneur, essayiste. Vous êtes auteur de nombreux livres sur l'IA, la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT ou encore ChatGPT va nous rendre immortels aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous en êtes convaincu, un affrontement entre intelligence artificielle et intelligence humaine est inévitable et dans ce combat, la marginalisation de l'espèce humaine est inévitable. Selon vous, l'IA va tuer l'homme 1.0. En attendant peut-être l'avènement d'un homme 2.0, vous nous direz ça également dans votre grand oral. La particularité de cette émission, c'est que le public participe. Bon, ici, on a quand même également donc, deux points qui se veulent contradictoires concernant cette question. Donc, Raphaël Enthoven va défendre l'idée selon laquelle l'IA ne peut accéder à la philosophie, donc à la créativité de l'homme, et de l'autre côté, le docteur Alexandre va défendre l'idée, comme je vous ai dit précédemment, dans son pessimisme paralysant, que l'IA va dépasser à un moment donné, ou c'est peut-être déjà le cas, dépasser l'intelligence humaine. Voilà à peu près le terrain sur lequel va s'affronter ces deux individus. Et également, ce qui est intéressant aussi dans cet échange, c'est le fait d'avoir quand même à côté des invités, le public qui donnera son avis. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus enrichissant aussi à ce niveau-là, de ne pas uniquement se limiter à ces deux individus qui, pour moi, souvent sont assez limités dans cette question, sans, comme je vous disais, parce que
ces deux personnes ne travaillent pas, je suis désolé, mais si je les donne, si je les pose la question réellement de comment fonctionne par exemple un grand modèle de langage, d'aller en profondeur, ils ne sauront pas me dire exactement ce qui se passe. Ceci ne veut pas dire que ils sont pas très entre guillemets légitimes de tout le monde a le droit à la parole d'ailleurs, mais je trouve quand même que ça fait assez longtemps, ça fait trop, quand même qu'ils sont invités pour toujours ressasser cette question-là sur l'IA, et à côté de cela, il n'y a pas des experts comme moi ou des personnalités qui font réellement de l'IA pour pouvoir donc leur apporter quelques éléments complémentaires. Donner son point de vue, on aura un premier vote avant l'ajout oratoire, mais d'abord quelques impressions. Jacques, je crois que vous vouliez vous exprimer. Bonjour. Pour moi, clairement, l'IA est plus forte que l'humain, parce qu'au-delà de légitimes considérations éthiques, morales, quand vous prenez l'IA dans un usage concret, pratique, quotidien, l'IA va plus vite, elle en sait plus. Pour en revenir à la question de base, l'IA est-elle plus forte que l'humain? Très clairement, sans aucun doute, et oui. On a aussi une première impression de Fanny qui, elle, pense que l'homme est toujours plus fort que la machine, je crois. Oui, en effet, selon moi, l'IA n'est pas plus forte que l'humain, parce que tout d'abord, c'est l'humain qui a créé l'IA. Même si nous utilisons l'IA tous les jours, l'humain reste quand même très important. Et puis, lorsqu'on regarde quand même l'histoire avec un grand H, l'humain aime beaucoup gérer et contrôler. Donc, selon moi, on aura des outils en complément pour pouvoir contrôler l'IA. Bon, après ces premières impressions... je vais pas tergiverser. Toute la question, cette question évidemment divise le monde, la société en deux grandes catégories. Celle qui pense en premier lieu que l'IA est plus forte que l'humain, comme c'était le cas de Jacques, et de l'autre côté, la deuxième catégorie des personnes qui pensent que l'IA est une créature de l'homme, donc inférieure à l'humain. Alors, moi, je suis nuancé, je pense que ça dépend de sur quel plan on positionne l'IA et l'homme. C'est comme, par exemple, je vous prends une calculatrice. Si vous devez comparer la rapidité d'exécution d'un calcul des nombres rationnels, par exemple, donc vous faites une division de racine de 3 sur racine de 6, évidemment que la calculatrice va dépasser l'humain sur ce calcul-là, sur cette exécution. Mais si vous posez la question de savoir comment en arrive-t-on à établir une méthode pour pouvoir calculer cette division en question, la calculatrice ne peut le faire. Il a fallu l'homme pour pouvoir établir une méthodologie de calcul de cette fraction-là, pour pouvoir arriver justement à une forme de programme qui par la suite va être automatisé et laisser maintenant à la machine pour pouvoir gérer de manière récurrente ce type de tâches. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le même débat, on est dans la même configuration. Tout dépend à quel point, à quel niveau vous situez votre comparaison. Donc, on ne peut pas dire d'un côté que l'humain est supérieur à la machine sur tous les plans. Ça, c'est faux. Parce que vous voyez bien que quand il faut rédiger rapidement un email, quand il faut écrire un argumentaire ou un essai aujourd'hui avec les grands modèles de langage, ChatGPT est beaucoup plus rapide que vous. Mais par contre, ce qui a amené à la méthodologie de sorte que ChatGPT puisse vous donner ce calcul-là, ou cette rédaction d'email, ça c'est l'humain et donc la créativité de l'homme qui a conduit à cet état de fait. Je vous donne déjà dans le mille en fait l'essence même de ce débat, la conclusion logique et nuancée et rationnelle qu'il faudrait avoir face à cette question-là. Tout le reste, c'est bien évidemment des débats sempiternels et philosophiques qu'on a déjà eu sur toutes les technologies aujourd'hui, bien avant l'intelligence artificielle. Mais ça reste toujours intéressant de comprendre ce que les uns et les autres ont à dire et continuons donc le débat. On passe donc au vote du public. L'IA est-elle plus forte que l'humain? C'est à vous.
Pour moi, l'intelligence artificielle est plus forte que l'humain dans certains aspects, tels que la mathématique, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est intellectuel, mais reste quand même moins forte et je pense qu'elle ne maîtrise pas tout ce qui est intelligence émotionnelle, par exemple. Certes, elle est forte, mais elle ne peut pas être plus forte que son créateur. Je trouve que même si c'est des outils qui sont très développés, ils ne peuvent jamais dépasser l'intelligence et les cerveaux humains. Je pense que l'intelligence artificielle est complémentaire à l'humain. Elle n'est pas plus forte. Avec un premier vote du public sur le plateau, mais aussi en duplex de l'INSEC. On a les résultats. Pour 76% des votants, l'être humain reste plus fort que l'IA. Et c'est justement le point de vue que va défendre Raphaël Enthoven. Globalement, je suis assez satisfait des réponses données par ces étudiants. C'est que l'IA, et d'ailleurs une étudiante l'a bien résumé, est complémentaire. Le mot complémentaire est essentiel du débat. Donc, il est complémentaire en tant qu'outil à l'intelligence humaine. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous devriez voir l'IA au quotidien. Vous avez la vision, je l'ai toujours dit, vous avez la pensée, vous avez une direction. Encore faudrait-il que l'école aujourd'hui, l'éducation nationale, forme véritablement des personnes qui pensent, savoir penser. Je l'ai déjà dit, savoir penser, ce n'est pas uniquement utiliser des phrases ou de jolis mots pour pouvoir les agencer et dire qu'on pense, non. C'est comment derrière les agencer et pouvoir produire une action, un effet qui fait sens. Voilà. Et d'autre côté également, même si vous utilisez l'IA au quotidien, vous devrez toujours garder votre libre arbitre, donner votre point de vue critique sur le retour que la machine vous fait. Beaucoup de crétins, comme je le dis d'ailleurs, et d'autant plus avec une société dans laquelle l'éducation nationale ayant délaissé l'école, les jeunes d'aujourd'hui, la fabrique des crétins, qui est en forte expansion. On va avoir des individus qui vont tout déléguer à la machine. Et comme ils délèguent quasiment leur cerveau à l'IA, vont finalement admettre que l'IA est plus supérieure à leur intelligence humaine. Je ne peux rien y faire, c'est quand même un état de fait aujourd'hui que je constate, notamment aussi avec les réseaux sociaux tels que TikTok, ce genre de contenu à la con qui favorise des individus qui aujourd'hui ne sont plus capables de prendre le recul pour pouvoir avoir un point de vue critique sur les nouvelles technologies et d'autant plus les technologies qui viendront. Nous ne sommes qu'encore au début de l'IA, mais pensez-y que d'ici 10 ans, le niveau auquel l'IA aura atteint, je suis quasiment sûr que tout un tas d'humains là dehors seront obsolètes au sens de l'obsolescence. Vous êtes le premier dans ce grand oral et vous allez nous dire que l'être humain est plus fort que l'intelligence artificielle. Pas exactement, cher Alexandre. Disons que... Ça commence bien. Ça commence bien. Je voudrais questionner la question elle-même. Ce qui m'intéresse dans cette question, l'IA est-elle plus forte que l'humain? La première chose à observer, me semble-t-il, c'est qu'une telle question se vit à la fois comme modeste et comme moderne. C'est une question qui se vit comme modeste parce qu'elle dit que l'humain sera dépassé par l'IA. Et c'est une question qui se vit comme moderne parce qu'elle se vit comme la signature du XXIe siècle. Or, l'honnêteté commande de dire que c'est une question vieille comme l'humanité elle-même. Nous n'avons jamais cessé de nous poser la question de savoir si les machines étaient plus fortes que l'homme. Une telle question remonte à l'Antiquité elle-même. Et je veux questionner cette question. La machine est-elle plus forte que l'homme? Puisque c'est la question que nous nous posons depuis des millénaires. Et la machine est-elle plus forte que l'homme? Je veux dire ceci, c'est une question qui n'a aucun sens. Pardon Alexandre. C'est une question parce que soit c'est une évidence, soit c'est un contresens complet. En quoi c'est une évidence? C'est une évidence dans la mesure où c'est la raison d'être d'une machine. Vous le rappelez, Jacques, les prouesses de... Non, vous ne le rappeliez pas, Jacques. Pardon, je reprends ici. Oui, c'est la raison d'être d'une machine. C'est la raison d'être d'une machine parce que depuis toujours, les machines sont plus fortes que l'humain. Sinon, à quoi bon? Aurait-on inventé le marteau si on pouvait enfoncer les clous avec le poing?
Aurait-on inventé la charrue si on pouvait porter autant de choses sur le dos? Aurait-on inventé le cheval si on pouvait courir plus vite? Aurait-on inventé l'ordinateur si nous étions nous-mêmes nantis d'une mémoire panoramique ou synoptique? Non, bien sûr que non. La machine est là pour suppléer nos faiblesses, pour déjà très intéressant seconder dans son nos début insuffisances. d'exposé, je vais La laisser confection d'outils, poursuivre, bien évidemment. Pour résumer, et d'une certaine manière, évidemment, c'est que tout réside dans la question du pourquoi. Pourquoi l'humain crée-t-il tel outil, telle machine? Donc, s'il y a cette question-là, c'est parce que derrière, il y a une insuffisance du créateur, donc de l'humain ici, face à la réalisation d'une tâche. Le fait de dire que je vais créer quelque chose, c'est parce que j'estime que mes capacités à l'heure actuelle ne suffisent pas à réaliser mon objectif. Et donc, par conséquent, je vais pouvoir créer un levier, une voiture pour aller plus vite, pour me déplacer. Si je pouvais me déplacer à la vitesse de la lumière, par télépathie par exemple, pour aller d'un point A à un point B, je l'aurais fait. Mais comme physiquement, je ne peux pas le faire, je suis limité, je vais créer un outil qui va me permettre de me déplacer plus rapidement. Donc, je vais créer ce qu'on appelle une voiture ou un engin. Et voilà en quoi est-ce que cette voiture, cet engin va venir suppléer, va venir combler les carences en fait de ma capacité, de mes capacités physiques au final. Premier point de son exposé. Et là, je pense que maintenant, il va nuancer avec le fait que malgré cela, peu importe même cet état de fait, toujours est-il que l'humain garde le contrôle en fin de course. Mais c'est très intéressant déjà son début d'exposé. Bon, de toute façon, si je pense qu'en tant que philosophe, vous aurez déjà à peu près compris son état d'esprit. Qui témoignent depuis toujours de nos imperfections. C'est la raison pour laquelle ils sont plus forts que nous. La fabrication d'artefacts est la mesure de nos incapacités. Donc évidemment qu'une machine est plus forte que nous. Mais est-ce que, comment dire, qu'une machine soit plus forte que nous, cela signifie-t-il que l'humain est vincible par la machine ou que l'humain est remis en cause par les prouesses de la machine? Bien sûr que non. Au début de son exposé, il a dit exactement, bon, je vous ai donné avec des métaphores, des exemples, ce qui a été bien précisé, le fait de combler une partie des faiblesses, donc des carences de l'humain. Mais, donc il y a le mais qui a été rajouté pour pouvoir. Pour autant, est-ce que cela veut dire que la machine est plus forte que l'humain? Et donc c'est là où il nuance son propos pour essayer quand même de montrer une certaine forme d'agilité intellectuelle. Prenons l'exemple de Kasparov, par exemple, qui perd contre Deep Blue. Kasparov ne perd pas contre un joueur d'échecs. Kasparov perd contre une usine. Il perd contre une machine, contre une puissance de calcul incomparablement supérieure à la sienne. Une machine peut tout saisir, mais ce qu'elle attrape est déjà mort. Elle peut tout expliquer, mais elle ne comprend rien. Pour celles et ceux qui n'ont pas la référence, c'est Garry Kasparov qui a été battu par le programme Deep Blue chez Google, une IA pour au jeu des échecs. Et donc effectivement ici, ce qu'il dit, ce qu'il met en exergue, c'est que il n'a pas réellement soit perdu. Il a, si vous voulez, d'une certaine manière, il a perdu par une puissance de calcul assez gigantesque. Donc je voudrais rajouter un élément très essentiel parce que c'est très important là-dessus sur la raison d'être même de l'intelligence artificielle. L'IA, un point très très fondamental sur lequel l'IA est très performant, c'est que l'IA excelle dans des environnements très très standardisés, dans des environnements assez rationalisés, où le chemin, si vous voulez, a déjà été balisé. Vous prenez le jeu d'échecs, quelles que soient les combinaisons, on a des milliards évidemment, d'ailleurs comparé avec le nombre d'atomes dans l'univers, mais ces combinaisons-là, avec une puissance de calcul, sachant qu'aujourd'hui, nous avons accès au data center, grâce au data center, nous avons accès à une puissance de calcul beaucoup plus très dense et à faible coût. Et donc, c'était bien ça le mot. À faible coût, aujourd'hui,
en un instant donné, là, tout de suite, vous pouvez louer un serveur dans l'Oregon, quelque part dans le monde entier, géré par Amazon, par exemple, AWS, ou par l'infrastructure de Google. Donc, vous pouvez lancer ce qui était auparavant très, très difficile à avoir accès, d'avoir quasiment la même puissance que la NASA auparavant pour son programme Apollon, etc. Et combiner cette puissance de calcul à une certaine forme d'intelligence, à des programmes, à des algorithmes, il est donc facile, évidemment, sur un chemin, sur un tableau des échecs avec des règles bien précises de déplacement des pions, le pion, le roi, la reine, le cavalier, etc. Être capable de pouvoir atteindre ce niveau de perfection que l'humain serait bluffé. C'est donc ce qui nous a, entre guillemets, fait comprendre que quelque part, il y avait quelque chose qui était très, très étonnant dans la capacité de l'IA d'aller beaucoup plus vite. Et comme je le dis, n'oubliez pas, c'est parce que un jeu comme les échecs, c'est un jeu déjà prédéfini. Les règles sont connues d'avance. Donc, déplacement des pions, telle prise, voilà, comment se roquer, tout cela, c'est ça qui constitue le fait qu'on est dans un environnement déjà prévisible et défini à l'avance. Même si des combinaisons du type du milliard sont assez gigantesques pour nous humains, mais pour la machine, ce n'est rien compte tenu du fait que nous avons accès à une puissance de calcul aujourd'hui phénoménale. Ayez ça à l'esprit. Deep Blue est en tout point comparable à la défaite d'un boxeur ou d'un catcheur contre un robot. Comment vous dire? Le métal est plus solide que le muscle. Ça n'en fait pas une crise du muscle. Autrement dit, la bonne question ici, de la même façon que la bonne question en général n'est pas de savoir si Dieu existe, mais d'où nous vient le besoin de croire en lui, la vraie question ici n'est pas de savoir si et quand les machines vont nous remplacer, mais d'où nous vient une si vieille trouille. Du mythe de Pygmalion jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par le golem, Pinocchio, Star Wars, Matrix, Blade Runner, etc. Et j'en oublie, vous le savez. Nous n'avons jamais cessé de mettre en scène notre remplacement par des machines. La vraie question ici, c'est de savoir ce que dit de nous une si vieille peur. Or, que dit de nous une si vieille peur qui se vit comme modeste? Ce que dit de nous une si vieille peur, c'est qu'il faut pour cela comprendre, comment dire, quelle est l'instance qui, dans l'inconscient collectif, a donné le jour à des créatures suffisamment libres pour lui tourner le dos? Quelle est l'instance dont les créations sont des créatures? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne le jour, dans la perception que nous en avons, dans un monde judéo-chrétien, Dieu donne le jour à des êtres dotés d'une liberté suffisante, qui éprouvent même leur liberté dans la capacité à se soustraire à ses commandements. C'est Dieu qui donne le jour à cela. Autrement dit, dans le sentiment que nous allons donner le jour à des machines qui vont nous dire merde, qui vont nous remplacer, qui vont nous surmonter, il y a, beaucoup plus que de la modestie, un orgueil infini, le sentiment que nous sommes comme des dieux. Or, n'est pas Dieu qui veut. Et bon, alors, avant de continuer, son point de vue intéressant, ah, oui, dans vous avez le encore sens trois évidemment minutes. aussi, le sentiment de peur, le sentiment de remplacement. Les humains, je pense que quand même, il faut, si on reste d'un point de vue très pragmatique, parce que bon, voilà, il essaye de vous enrober ça avec une pensée un peu que l'on pourrait qualifier de complexe. Pourtant, les choses sont très très simples, vraiment à détailler. Mais toujours est-il que dans la société dans laquelle on vit, et je vois d'ailleurs dans les débats, d'ailleurs j'étais au salon de Vivatech dernièrement, ce qui fait que les humains ont peur dans cette société de la possible du possible remplacement de l'IA devant l'humain, c'est parce que évidemment les humains au quotidien ont l'impression que déjà il y a donc la peur. Cette peur vient du fait que la plupart des métiers qu'on exerce, la plupart des travails, etc., qu'on a en société, c'est parce que l'on sait très bien que beaucoup font du bullshit job. Et dans un capitalisme régnant sauvage dans lequel on vit, on voit bien que la rentabilité est le maître mot.
un employeur aujourd'hui va chercher la rentabilité à coup sûr, bien évidemment, parce que on veut gagner plus d'argent, on veut aller plus vite en tant qu'employé, et que ce soit aussi en tant qu'employeur. Et donc, l'IA vient ici comme une sorte de levier, de bataille. Qui va s'en saisir de l'IA, et cette personne qui aura la capacité de s'en saisir de l'IA avant telle autre personne sera donc la personne qui va décider, qui va dicter les règles du jeu. Aujourd'hui, donc, les employeurs vont se jeter dans les applications qu'apporte l'intelligence artificielle pour pouvoir remplacer la plupart de leurs employés. Et les employés, ayant conscience de ça, vont également aussi avoir peur, donc vont se poser des questions sur, effectivement, est-ce que l'IA est-elle supérieure à mon intelligence, à mon travail, à mes capacités, etc. Mais il y a toujours cette crainte-là et cette peur. Après, il y a eu le côté, bien évidemment, un peu relation avec Dieu et l'homme, et l'IA et l'humain. Donc, de la même manière que Dieu, entre guillemets, crée des êtres humains qui sont capables, à un moment donné, de se soustraire de son commandement, c'est aussi de la même manière, de manière métaphorique, lorsque on essaye de mettre les choses en parallèle de manière analogique, que demain, est-ce que la machine pourra se soustraire des ordres de l'humain? C'est ce qu'il a résumé là, enfin, ce qu'il est en train de terminer, poursuivant quand même jusqu'au bout. Alors, un peu moins de 3 minutes. En quelques minutes, alors très rapidement, je voudrais prendre un seul exemple, et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler ensuite, l'enseignement de la philosophie, sur un point très spécifique. À l'origine de l'intelligence artificielle, il y a l'éthologie, la science d'étude du comportement des animaux, et notamment l'étude d'un mollusque, Aplysie, qui est un mollusque dont on a observé que quand on le grattait, il se contractait, mais qu'il se contractait de moins en moins à mesure qu'on reproduisait le geste. Autrement dit, le mollusque, qui n'a pas beaucoup de neurones, est néanmoins capable d'adaptation synaptique. Il est capable de réagir différemment à un stimulus identique, puisqu'il ne l'identifie plus à un danger. Et c'est sur le modèle de l'adaptation synaptique qu'on a conçu l'IA, l'intelligence artificielle, ce qui veut dire, par exemple, pour prendre l'exemple le plus simple du monde, si vous voulez qu'une IA reconnaisse une girafe, bah vous allez la gaver de photos de girafes jusqu'à ce qu'elle l'identifie sur une photo qu'elle n'a jamais vue. Ce qu'il a dit là, et ce que Autrement les dit, espèces le travail de l'IA, c'est de concevoir des outils prédictifs. C'est ce que l'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique. Dans le fait de pouvoir donner à la machine tout un tas de millions d'exemples, d'images pour pouvoir reconnaître une girafe ou un objet bien précis. Le machine learning consiste évidemment ici d'abreuver la machine à de tas d'exemples bien précis sur une tâche donnée. Et de processus en processus, avec une méthodologie répétitive, itérative, on va arriver à un modèle beaucoup plus fiable. C'est-à-dire que si je veux faire en sorte que la machine puisse reconnaître que tel objet s'appelle chien ou chat, je vais l'abreuver d'exemples, d'images de chiens et de chats. Et je vais donc de telle manière à ce que l'ensemble des images, des informations que je vais donner à la machine vont avoir des caractéristiques toutes différentes et variées. Plus on en a d'exemples en masse et variés, c'est mieux, parce que ça va pouvoir donc entre guillemets une espèce de former une espèce de cartographie de ce qu'est l'objet chien ou chat pour la machine, je précise. C'est donc comme ça que, à un moment donné, on atteint des scores assez fiables pour ces outils. C'est en fait de la statistique dense et tout à fait donc des modèles probabilistes, que ce soit pour les LLM comme les agents intelligents. Et chez l'humain, ce comportement-là va se répertorier, va se voir comme étant un conditionnement du quotidien. Donc au quotidien, par exemple, si vous êtes habitué à faire une tâche, à un moment donné, vous serez plus ou moins sensible face à cette tâche-là, parce que vous aurez atteint un certain nombre d'heures de réalisation. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec ces outils-là. Ce n'est ni plus ni moins que du machine learning exécuté sur des algorithmes. Des outils qui nous secondent merveilleusement dans l'exécution de quantité de tâches. Le travail de l'IA consiste à ne pas être surpris par ce qu'elle n'a pas encore vu. Je vous demande juste de retenir cela. Dans le machine learning, vous avez 3 sous-catégories. Maintenant, la philosophie.
méthodologie au sein donc aujourd'hui qui sont privilégiés. Vous avez l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage supervisé est la partie qui est la plus utilisée parce que c'est celle qui permet le plus de réalisation et de résultats concrets. Le fait de donner plein d'exemples à la machine, de pouvoir reconnaître une tâche précise, c'est parce que nous, humains, nous avons, quelque part, on fournit des règles. Donc, on fournit une certaine forme de reconnaissance d'un but final. Et la machine établit des règles maintenant pour pouvoir donc spécifier un algorithme de reconnaissance d'un objet. Donc ici, par exemple, si on prend l'objet chien ou l'objet animal. C'est la différence fondamentale aujourd'hui que nous avons face au programme classique où il fallait écrire, par exemple, toutes les règles à l'avance et pouvoir maintenant aller utiliser le programme. Mais ici, puisque la tâche est diverse et variée, par exemple le langage naturel ou d'autres réalisations, ou la voiture autonome sur un environnement quand même chaotique, on va quand même donner au fur et à mesure un certain nombre de buts finaux à la machine. Et plus qu'on en aura à foison d'exemples, donc par exemple de buts, au sens de quête de finalité, la machine maintenant va pouvoir créer une espèce de programme qui sera la colonne vertébrale de notre IA. Et de processus en processus, de manière itérative, la machine va s'auto-améliorer. Alors quand on dit s'auto-améliorer, c'est parce que derrière, comme je vous ai dit, on est dans la supervision. Supervision parce que l'humain va pouvoir au fur et à mesure aussi corriger et donc faire avancer le processus de réalisation, de fiabilisation de la machine. C'est ce qui se passe réellement dans le terrain pour quelqu'un qui travaille véritablement dans l'intelligence artificielle. Une fois de plus, si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo et poursuivons au moins quand même son intervention. J'aimerais quand même terminer avec l'intervention de Dr Laurent Alexandre et pour quand même conclure parce que je pense que on en reviendra sans doute pour poursuivre et terminer cette vidéo. Il y en a quand même beaucoup à dire dans cette question de l'IA. Est-ce que l'IA était plus forte que l'humain? Je vous donne un point de vue du terrain de quelqu'un qui fait dans l'IA et bien sûr aujourd'hui conjugué avec une analyse quand même aussi très dense sur le plan également analytique et philosophique qui reste toujours intéressant à savoir. La philosophie, quel est le point de départ de la philosophie? Le point de départ de la philosophie, c'est Aristote qui le dit, c'est l'étonnement. Mais l'étonnement, attention, c'est pas l'étonnement devant ce qui est étonnant. Parce que ça, pour le coup, ça n'a rien d'étonnant. Si, pendant le tournage d'une émission, l'un de vous se mettait tout nu maintenant à chanter l'Internationale, on s'étonnerait. Ce qui serait étonnant, ce serait qu'on ne s'étonne pas. C'est ça l'idée, si vous voulez même. Donc, s'étonner d'un truc étonnant n'a rien d'étonnant. En revanche, la philosophie commence quand on arrive à s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qui nous est familier. C'est un lieu commun sur le philosophe. Le philosophe, c'est celui qui, soudain, accueille d'un air perplexe des vérités qu'on lui présente comme des vérités révélées. Autrement dit, le travail du philosophe consiste à s'étonner de ce qu'il y est familier. Il faut terminer, ouais. Il va falloir bientôt conclure. J'ai compris, je sais, mais c'est prévu. Très bien. Si vous ne m'interrompez pas, je pourrais le faire en temps et en heure. C'était une interruption gentille. En peu de mots, souvenez-vous, le travail de l'IA consiste à ne pas être surpris par ce qu'elle n'a pas encore vu. Le travail de la philosophie consiste à s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. Les directions sont résolument opposées, pas antagonistes, peut-être complémentaires, mais totalement opposées. Et tout ça pour dire, ce sera ma dernière phrase, tout ça pour dire qu'on est aussi loin de remplacer l'humain, enfin l'humain est aussi loin d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Je vais conclure son est loin d'atteindre la Lune en montant lien sur avec un le point de singularité. Merci, alors les scientifiques Raphaël, ou les personnes, des experts qui travaillent dans le domaine estiment que le point de singularité sera le point où on va dire donc la courbe de l'intelligence artificielle va surpasser celle de l'intelligence humaine. Bon, je vous renvoie aux travaux évidemment là-dessus, mais toujours est-il que
comme il a bien pris l'analogie, pour l'heure, bien évidemment, on en est encore très très loin et je pense que l'humain, de toute façon, pour l'instant, alors, on peut rester dans un point de vue complémentaire, mais dit à ce moment donné précis que de l'évolution de l'intelligence artificielle, que l'IA est plus forte que l'humain, c'est une position assez très prétentieuse. On va suivre maintenant l'analyse du docteur Laurent Alexandre et après on va conclure. C'était passionnant et comme vous n'êtes pas une intelligence artificielle, vous avez dépassé de 20 secondes, mais c'était presque parfait. La mesure de On prend quelques questions quand même. Exactement. Et je crois que le public a déjà des questions pour vous. Bonjour. Est-ce que j'ai une question pour vous? Est-ce que on peut encore parler d'intelligence artificielle si elle dépasse nos capacités? Alors, pour moi, je vous dirais que l'expression d'intelligence... Je profite de votre question pour dire ceci. L'intelligence artificielle, l'expression intelligence artificielle, je n'ai jamais su si c'était un oxymore ou un pléonasme. Si, par intelligence, on entend la simple capacité d'analyse, de décompte, de redistribution, de calcul, de synthèse, etc., alors, c'est-à-dire de traitement de la complexité, alors dans ces conditions, intelligence artificielle est un pléonasme. D'une certaine manière, toute intelligence est artificielle. En tout cas, toute intelligence est à la portée d'un artefact élaboré. Tout ce qui est complexe est à la portée de la technique. Mais si, par intelligence, on entend l'intelligence du cœur, l'intelligence des situations, le fait d'être en bonne intelligence avec quelqu'un, c'est-à-dire un synonyme de complicité. Alors à ce moment-là, intelligence artificielle tout dépend de ce que l'on met dans intelligence. Le mot d'ailleurs, donc intelligence, déjà divise. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas capable de pouvoir circonscrire la définition, le périmètre de définition de l'intelligence. Et pour moi, donc, à minima, bien sûr, l'intelligence est beaucoup plus vaste qu'une partie de l'analyse, qu'une partie de la critique d'une œuvre, d'un calcul simple ou complexe. L'intelligence, bien évidemment, est-ce qu'on met l'intuition à l'intérieur? Est-ce que l'on met ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle? Bien évidemment, tous ces aspects-là, en fait, comme disait Pascal, le cœur, la raison, tous ces éléments. Si on prend tout cela en entier, bien évidemment que l'intelligence est beaucoup plus vaste. Et donc, par conséquent, on ne peut limiter l'IA. Enfin, le fait que l'IA ne se limite aujourd'hui qu'à la réalisation de la complexité sur l'analyse d'un certain nombre de choses au quotidien, vous ne pourrez en aucun cas considérer que l'IA est plus forte que l'humain. Et c'est, je pense que d'ailleurs le mot intelligence artificielle, intelligence artificielle, déjà en soi c'est déjà quelque chose de contradictoire pour le cerveau même déjà. Je ne mesure pas la chose en termes de quantité, il ne s'agit pas de savoir si l'une est... Prenons une autre question. Il s'agit de savoir si on est véritablement dans le même monde, et c'est là que j'ai un doute. Alors on a une question qui nous vient de l'INSEC en duplex, une question de Doua. Comme vous l'avez dit, nous n'aurions pas besoin de l'intelligence artificielle, nous ne l'aurions pas créée, ce qui souligne qu'elle est plus forte en termes de compétences que l'humain en quelque sorte. Ma question, c'est comment l'humain pourrait s'imposer face à la puissance de l'IA? Merci. C'est une autre question. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'humain me paraît d'une étoffe que la machine ne peut pas synthétiser, pour quantité de raisons qu'on peut détailler, sur lesquelles on pourra peut-être revenir, que l'humain lui-même ne peut pas devenir machine, se machiniser lui-même. Ce que je veux dire, c'est qu'une machine devienne humaine, je n'y crois pas. Qu'un humain devienne machine, je l'expérimente au quotidien. Chaque fois qu'on vous insulte au nom de préjugés ou que les gens ont des réflexes pavloviens. Et la meilleure image de l'humain qui devient machine, on la trouve, vous savez, dans ce chef-d'œuvre de Chaplin, Les temps modernes. Vous voyez là qu'on a invité à distance donc des étudiants qui sont en Master 2, je crois. Par contre, il y a une chose à laquelle je dois vous rappeler, c'est que l'école d'aujourd'hui, et surtout en France,
pays dans lequel on aime bien les diplômes, pays dans lequel on aime bien philosopher, pays dans lequel on aime bien la littérature. Toujours est-il que le monde dans lequel on vit, qui est dicté par les évolutions venant des États-Unis ou de la Chine et d'autres pays émergents, aujourd'hui, l'éducation nationale, de part de son incapacité, de son incompétence surtout, a créé une situation dans laquelle je pense que si vous êtes étudiant aujourd'hui, vous êtes en danger. Votre avenir est en danger si vous ne savez pas utiliser l'intelligence artificielle, les outils d'IA. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que non simplement, alors déjà, il fallait même pas attendre l'IA pour pouvoir faire ce constat-là, mais de plus, rajoutons à cela le fait que vous avez une éducation nationale qui ne forme plus véritablement des vrais profils d'ingénieurs, de vrais profils d'élèves capables de penser, capables de prendre du recul face à certaines situations, d'analyser les situations de manière concrète. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai toujours fait ce constat-là. La discipline des mathématiques, les sciences dures. Chaque année, vous voyez bien que le programme en mathématiques est de plus en plus allégé, est de plus en plus délaissé. Les classes, auparavant, la terminale S, aujourd'hui, c'est devenu optionnel. Les élèves, dès qu'ils ont l'occasion, on va dire tout de suite, de ne pas faire les mathématiques, parce qu'évidemment, l'éducation nationale le permet, évitent cette discipline. Quand on sait très bien que derrière ces outils-là, c'est ni plus ni moins que des mathématiques couplées à de l'informatique. Donc, de toute façon, ce sont les sciences dures. Et aujourd'hui, nous sommes dans un marché de l'emploi qui est quand même assez congestionné et globalisé d'autant plus. Donc, un étudiant ou un ingénieur en France est mis en compétition avec un ingénieur chinois ou américain ou indien ou africain. Bref, quelle que soit sa position dans le monde actuel. Et donc la France, du fait que l'éducation nationale ne parvient pas à légiférer, à proposer, à pouvoir mettre sur pied des programmes alignés avec l'avancée de l'IA, je dois me rappeler que si vous êtes étudiant aujourd'hui et que vous n'utilisez pas l'IA, et que vous ne savez pas comment utiliser l'IA au quotidien, et tel que vous fonctionnez encore, vous devenez de plus en plus obsolète, désuet, et pour le futur, pour l'employeur, vous ne serez même pas considéré comme étant un candidat recevable au marché de l'emploi. Vous êtes en danger. La plupart des étudiants que je vois là actuellement, si ils n'utilisent pas l'IA, le master, le diplôme, il ne vaudra rien d'ici quelques années, enfin à la sortie de leur école tout simplement. Dans les temps modernes, vous avez l'ouvrier à la chaîne. Donc c'est l'ouvrier à la chaîne, et quand il quitte la chaîne, il est encore agité. Il a encore les spasmes du visseur de boulons. Alors c'est une parabole sur le Fordisme qui écrase les corps des ouvriers, mais c'est aussi l'image très puissante de la porosité de l'humanité à la machine. Alors, raison pour laquelle votre question est excellente. Bonne analogie prise avec le Fordisme, c'est redoutable. C'est un problème qui se pose à nous si aujourd'hui, depuis comme longtemps. je dis, effectivement, le fait de savoir utiliser ces outils, c'est parce qu'à un moment donné, nous vivons une fois de plus la réalité du terrain. La réalité du terrain, elle est celle-ci, elle est axée et fondamentalement liée au monde du travail. Le monde du travail, vous utilisez donc forcément des outils informatiques et forcément donc pour aller plus vite dans vos tâches, ces outils d'IA. Dit cela voudra dire que ceux qui vont être capables de faire corps, comme il a pris dans l'exemple effectivement, avec la machine quelque part, ce sont ces personnes-là qui auront qui auront été capables de pouvoir comprendre véritablement l'essence même de la conjugaison de leur pensée, de leur cerveau avec la machine pour pouvoir atteindre une complémentarité beaucoup plus rapide par rapport aux autres humains, aux autres employés qui n'auront pas fait ce travail-là ou auront été incapables de le faire. Et plus vite, plus tôt vous serez en mesure de pouvoir comprendre cela, et plus vite vous serez entre guillemets employable. Votre score d'employabilité sera beaucoup plus élevé que les autres de votre collègues au sein du milieu de l'entreprise.
Mais qu'on soit débordé par nos outils, qu'on soit écrasé par nos outils, c'est tout à fait vraisemblable et c'est une question redoutable. Mais qu'on soit remplacé en qualité d'humain par nos essentiel outils, ce que je dis, disposent je ne sais des pas mêmes si vous avez saisi la nuance. Ça me paraît totalement à travers déjà irréaliste. mon propos jusqu'ici, j'essaie de vous faire comprendre cela. En fait, il y a un glissement sémantique, c'est-à-dire que là, je pense que en fait, l'erreur que l'on fait, quasiment la plupart des gens font, c'est que comme on est dans une société où l'utilité de l'humain, la valeur de l'humain, se conjugue et se valorise au fait de sa capacité à produire. Donc, dans la société, on va dire, comme les marxistes disaient, la force de production, donc de pouvoir permettre à son entreprise d'atteindre un chiffre d'affaires, d'atteindre un but, de pouvoir réaliser des tâches au quotidien. Puisque c'est à partir de ce prisme-là que l'on regarde la valeur de l'humain, on va considérer maintenant que les humains qui sont capables de pouvoir atteindre rapidement la rentabilité, à permettre que l'entreprise soit bankable, on va considérer que ces humains-là sont des humains qui ont de la valeur, qui sont, entre guillemets, des personnes tout simplement humaines. Et à contrario, donc, les personnes qui n'auront pas été capables de faire cela, parce que derrière, dépassé par l'IA, dépassé par ces outils, perception en qualité d'humain sera considérée comme étant obsolète. Donc, on va considérer que ces personnes-là sont dépassées par la machine. Et ceci est quand même quelque chose de très grave parce qu'on va considérer évidemment que à un moment donné, certains individus ne seront plus qualifiés d'humains. C'est très très dangereux. Mais bon, c'est ce qui est en substance en fait dit, et la perception justement des humains, d'une catégorie des personnes demain qui n'auront pas été capables de fusionner quelque part avec la machine. Cette catégorie de personnes sera considérée comme étant en dessous. Voilà. Et quand on sait très bien les inégalités qui sont de plus en plus en augmentation, les humains qui n'auront pas été capables donc de fusionner avec la machine seront des humains, enfin, bien sûr, pour moi, resteront des humains, mais vous avez bien compris que le système, quelque part, ne les considérera pas à part entière comme étant des humains dans la société, compte tenu du fait que on va réduire sous une forme de dimension, de dimensionnalité, le être au sens ontologique, uniquement à leur capacité à produire dans la société, du capitalisme, bien évidemment. Merci Raphaël. On a une autre question de l'INSEC. Je n'ai pas répondu à la question, j'ai juste dit qu'elle était bonne. Je ne suis pas content de ma réponse, mais c'est la vie. C'est déjà pas mal. Et donc on a une autre question de Master 2, contrôle de gestion. Il y a une question à vous poser, Raphaël Antoven. Bonjour. 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 Ma question, du coup, c'est, vu que l'IA, elle se développe beaucoup plus, et elle a la possibilité actuellement de... Très bonne question, et en relation justement avec le point de singularités. À un moment, ne pourrait-elle pas se passer référence précédemment. À un moment donné, l'IA peut-elle se soustraire? Et d'ailleurs, Raphaël Antoven, de par sa qualité philosophe, a quand même bien posé la question, il faut le reconnaître. Le fait que l'humain, en tant qu'entité, on va dire machine, peut-elle à un moment donné se soustraire au libre arbitre, en fait, aux recommandations de son créateur? Et donc ici, pareil, dans le monde de la donnée, de la data, du big data, le fait que les machines étant de plus en plus puissantes, est-ce qu'à un moment donné, ne pourrait-elle pas synthétiser ses propres données et donc par conséquent pouvoir elle-même poursuivre son entraînement? Je vous ai dit, il y a l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Nous sommes aujourd'hui, pour l'heure actuelle, dans une phase d'apprentissage supervisé qui produit le plus de résultats fiables et plus concrets. Mais demain, l'apprentissage non supervisé aussi également prend de plus en plus de la place par le fait que l'IA peut produire à un moment donné ces données. Comme je vous ai dit, l'IA ne peut le faire que parce que nous sommes dans des contextes de plus en plus standardisés. À un moment donné, la machine est capable de percevoir des motifs, des patterns comme des fractales qui vont l'aider à pouvoir donc continuer son entraînement.
C'est ça la question fondamentale et qui est posée là derrière. On va écouter ce qu'il répond et poursuivre. J'aimerais quand même, une fois de plus, terminer avec l'intervention contradictoire, je l'espère, et qui sera beaucoup plus nuancée du docteur Alexandre. Et puis, on va s'arrêter là sur la fin de ce débat. Et je comprends cette question. Vous savez, alors, peut-être, mais j'attire votre attention sur le fait que cette question-là est une question qui remonte au XVIIIe siècle. C'est une question, car c'est au XVIIIe siècle qu'on s'est posé la question de savoir si le progrès technique si le progrès moral irait aussi vite que le progrès technique. C'était l'optimisme des Lumières. On disait que plus on apprendrait de choses, plus on serait puissant techniquement, plus on serait moralement fort et vertueux. Autrement dit, il y avait cette idée-là. Et puis, on a découvert que le progrès technique avançait à pas de géant, alors que moralement, on titube, si vous voulez. Si moralement, on ne titubait pas, il n'y aurait pas eu le 7 octobre, il n'y aurait pas eu des génocides, il n'y aurait pas eu des guerres mondiales, il n'y aurait pas eu tout ça. Autrement dit, nous faisons du surplace moralement, et techniquement, nous avançons à pas de géant. Et de ce décalage entre les deux, Emmanuel Kant a tiré un petit opuscule sur la fin du monde, dans lequel il explique que c'est de là que nous vient l'idée de fin du monde. Régulièrement, nous hallucinons la fin du monde. Nous hallucinons la fin du monde sous la forme d'une technique qui nous échappe, d'une technique qui se dérobe. Pourquoi? Parce que la technique galope, alors que la morale boite. C'est très profond. Et, de ce décalage entre les deux, nous nous représentons volontiers la fin du monde. Ce que je veux dire ici, c'est que peut-être... Si on restitue de manière rapide de son propos, donc société dans laquelle on vit, parce que quand on pose déjà ce genre de questions et les réponses qui en sont données, qui en sont restituées, et voyez bien qu'on est toujours dans cette conjugaison du fait que le progrès technique, la technologie va-t-elle nous libérer? On met aujourd'hui, bon, pour faire simple et très court, aujourd'hui Dieu a été remplacé par la technique. Voilà, Dieu au sens du fait que on va considérer que ce qui est privilégié, ce qui est vu comme étant apothéose, géant, etc., une finalité, c'est la technique. Et comme aujourd'hui nous entrons dans des environnements de plus en plus techniques, la société également aujourd'hui, tout ce que vous faites au quotidien, vous allez appuyer sur un bouton, vous allez conjuguer votre savoir à une interface donnée, donc au progrès technique. Les évolutions étant ce qu'elles sont, un certain nombre d'individus, du fait maintenant de la régression de la morale, je précise bien de la régression de la morale, vont perdre de vue cet aspect que malgré tout, malgré l'évolution de la technique, il ne faudrait pas oublier le fait de la morale, le fait que ces évolutions doivent toujours être circonscrites, remises à leur endroit, et par conséquent donc ne pas tomber dans le piège de dire que parce que quelque chose est éblouissant et étonnant d'un point de vue technique, que ça devrait obscurcir le point de vue moral. C'est ce qui est dit ici en fait. Et bon, il a pris l'exemple de Kant, Emmanuel Kant, pour donner la référence d'où nous vient cette idée évidemment de relais entre la technique, le progrès technique, la morale. Mais une fois de plus, c'est parce que je le dis et précise encore parce que c'est cette société du capitalisme en fait, cette société de la consommation, du consumérisme qui nous pousse évidemment à perdre de vue cet aspect-là. C'est deux éléments très essentiels. Monsieur, avez-vous raison de prédire, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais peut-être a-t-on raison de prédire que nous serons dépassés par l'intelligence artificielle. Mais il faut faire la généalogie d'une telle question, questionner cette question. Et quand on questionne cette question, ce qu'on découvre, c'est qu'elle est ancienne, et c'est qu'elle a déjà longtemps été posée par nous, et que nous nous sommes depuis longtemps représentés la fin du monde sous la forme d'un dépassement. Je pense que noter en commentaire son par la intervention jusqu'à nouvel ordre, et la mienne également par rapport à ce Merci qui a été Raphaël Enthoven. La parole est maintenant de synthèse et de complémentarité. Et on va passer maintenant à l'intervention du docteur Alexandre pour pouvoir mieux
avoir un nouvel angle d'analyse. Et je vous donnerai également mon analyse là-dessus. J'espère que ce sera pas assez très long. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est très essentiel pour mon travail et également pour d'autres personnes qui suivent et qui vont vouloir aimer ce genre de vidéos. C'est très essentiel. Poursuivons et écoutons ce que dira le docteur Laurent Alexandre. À Laurent Alexandre, pour qui nous sommes une espèce dépassée. Au revoir.